Salut à tous, épisode 6 avec la Loto Soudal. Et vous allez voir que cet épisode va nous provoquer pas mal de surprises. Il va être assez incroyable avec cette équipe pour laquelle donc j'étais parti pour jouer juste les classiques. Et puis vous allez voir que les choses prennent vraiment une autre tournure. On avait eu beaucoup de bonheur sur les classiques, ça a été sympa à tous les niveaux, que ce soit du plaisir de jeu ou bien des résultats aussi sympathiques. Et puis, il y avait eu cette blessure, c'est un véritable tournant dans la saison, blessure de Tim Wellens sur le Pays Basque, seule épreuve par équipe, par étape que j'avais joué, et qui du coup avait permis à Wellens de participer au Giro, avec tous des objectifs de général pour Hagen, et des victoires d'étape pour Caleb Ewan éventuellement, à voir, avec l'inusable aussi Thomas de Ghent, que j'ai évidemment fait prendre du retard sur le prologue initial, j'espère que vous l'avez pigé, que l'idée c'était de pouvoir s'échapper par la suite, donc surtout pas réaliser quelque chose à partir du moment surtout où on ne pouvait pas gagner. Ensuite on a eu une première déception au sprint avec Caleb Ewan qui a été dominé une fois par le train Jumbo Visma et donc concrétisé par Groenewegen. Donc ça a été un peu la serial blague pendant l'épisode précédent, c'était Caleb Ewan qui n'y arrive pas en vérité. Ici, il est dominé très nettement, par contre, en sortie de tournant par Gaviria. On a ensuite vu sur l'étape 4 que Lopez, après le prologue qu'il avait remporté, était bel et bien là. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il était fort. Ensuite, Lopez, quand même, bien que très fort, dominé par Simon Yates au sommet de l'Etna pour l'arrivée de l'étape 5. Donc voilà, les forces en présence commençaient déjà à apparaître. On voyait qui était à quel niveau. Thomas de Ghent remporte l'étape 6 au terme d'une échappée assez longue et plutôt rondement menée sur le final parce qu'en face c'était moins fort, mais surtout il fallait résister au peloton, ce qui avait été fait. Lopez, encore, troisième victoire d'étape qui s'impose sur l'étape 7. Ici on voit une attaque décisive sur Simon Yates qui ne peut résister et la descente ne fera que confirmer le fait que Lopez est vraiment largement au-dessus sur ce Giro. Et on va encore avoir notre petit lot de déception ici avec Caleb Ewan qui est encore tapé par Gaviria. Waouh, c'était un peu dur, c'était un peu dur. On espère quand même arriver à en prendre une. Et puis après, sur l'étape 9, c'était un petit mano à mano entre d'un côté Wellens de Ghent et de l'autre un peloton qui a eu bien du mal à les reprendre sur un parcours un peu accidenté sur la fin de l'étape 9. Voilà donc le bilan à ce stade. On a envie de voir ce qu'on peut faire au classement général. Classement général, on a deux mecs placés, mais ils sont assez loin, donc qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on vise du podium ou est-ce qu'on vise mieux? C'est cet épisode-là qui va nous le dire. On va commencer avec l'étape 10. L'étape 10 qui me plaît beaucoup, 208 km comme ça sur un parcours très très accidenté. Déjà on a envie d'échapper Thomas de Ghent. On a envie de voir un peu ce que peut donner ce garçon, puisque de toute façon, si je l'ai emmené, et d'ailleurs Thomas de Ghent, je l'ai inscrit évidemment sur les 3 grands tours, c'est un coureur de grand tour, c'est un coureur un petit peu à part dans le peloton, Thomas de Ghent. Euh, c'est évidemment pour l'échapper, pour comme ça utiliser à fond ses qualités qui sont nombreuses. Thomas de Ghent est fort sur bien des domaines. Et donc, cette étape 10, vous allez voir, elle va nous surprendre. Mais moi, ce que j'ai comme objectif là-dessus, c'est évidemment de provoquer des choses pour voir un petit peu comment ça réagit du côté des favoris. On a notamment envie de voir le comportement de Yates et de Lopez sur ce type d'étape, qui est... en fait, il y a beaucoup de violence dans ces montées successives là de cette étape-là. Il y aura dans le final des passages à presque 20%, en tout cas vraiment très très violent. Donc c'est une étape que j'attends personnellement avec beaucoup d'impatience sur le Giro qui verra le jour en 2020. En tout cas, on l'espère, si les choses se stabilisent et si on n'a pas de déception par rapport à cet épisode viral assez horrible qui nous a foutu en l'air la saison notamment. Et donc je vais rouler énormément, à un moment donné avec Ewan, De Beust. Je fais rouler en fait ceux qui sont les moins bons
grimpeur puncher, entre guillemets, même si DeBeust et Ewan ne sont pas ridicules en tant que puncher, hein, mais là, on va dire c'est une séquence sur laquelle j'utilise davantage les deux hommes comme de gros rouleurs, et puis là, on va essayer d'accélérer. On va essayer d'accélérer ici. C'est important d'essayer de voir ce que peuvent donner les choses si on provoque, parce que autant en montagne, je sais que je ne ferai aucune différence sur les tout meilleurs, autant sur des parcours comme ceci vallonnés, eh bien, j'ai de l'espoir de faire éventuellement vaciller les géants grimpeurs. Donc, c'est tout l'objectif de cette étape 10. Alors là, on a un petit peu d'avance, par exemple, mais absolument rien de significatif. Le seul point positif, là, dans des cas comme ça, c'est qu'on a des équipiers qui peuvent un peu rouler pour nos leaders. J'en mets deux dans la case. Hein. Wellens, pour moi, doit être prise en compte, on verra. Et évidemment, l'ami Hagen. Donc, en l'occurrence, là, on avait Wellens juste devant. Hagen qui buvait du petit lait à se faire ramener. Tout va bien. Tout va bien. Derrière, on voit que ça souffre pas mal. Quand, par exemple, Higuita est obligé de rouler, ça veut dire qu'il y a le feu à la maison IF1. Et puis, pareil, pour ce qui est de Astana, si on aperçoit Yon Isagire en galère, ça peut préfigurer de moments délicats pour son leader Lopez. Hein. Donc, à prendre en compte. Du côté de la Mickelton Scott, c'est Mikel Nieve hein, qui serait peut-être le meilleur soutien en montagne de Simon Yates. Donc, à surveiller de près. Si Nieve n'est plus là, par exemple, on peut avoir des petites surprises. Alors là, on voit ici un regroupement en tête, hein, parce que c'est très délicat de faire des différences tout de même. Et une fois qu'on a un poil repris de barre, allez, on en remet une couche. On en remet une couche. Il y a encore l'étape à jouer, hein, au minimum, et voir qui pourrait éventuellement craquer. Vous voyez ici, par exemple, Isagire, Charman notamment, qui ont lâché sur ce coup-là, avec aussi de jolis noms sur un troisième groupe. De Ghent est inuisable. De Ghent roule tant qu'il le peut, et ça va être bientôt à Wellens de prendre les commandes. Allez, c'est parti. Il va falloir emmener Karl Friedrich Hagen de la meilleure manière qui soit. On y va. Voilà, De Ghent peut s'écarter. Qu'est-ce qu'il aura été incroyable, mais pas que sur cette étape. Hein. De Ghent, c'est juste inouï le niveau de ce coureur. Wellens, il va très très fort. Il attaque même ici avec Hagen dans la roue. On aperçoit ici c'est Godu hein, qui résiste magnifiquement bien. Landa, Lopez, Yates, même Carapace arrive à s'accrocher. On aperçoit que certains, par contre, ont lâché, notamment Peter Sagan qui s'est fait avoir sur cet enchaînement-là de difficultés. Derrière, il faut souffler un peu parce que mine de rien, ça s'accroche. On n'arrive pas à faire de différence. On n'arrive pas à faire de différence ici, donc on se calme un peu. David Gaudu qui en profite pour remettre une couche avec sa forte note d'accélération. David Gaudu, un coureur remarquable sur lequel on a tous les yeux fixés hein, dans la réalité, parce qu'il promet énormément, c'est un coureur excessivement excitant. Et puis dans le jeu, il est aussi assez passionnant à voir parce qu'il a un profil, mine de rien, relativement atypique. Donc vraiment toujours intéressant de regarder David Gaudu qui s'accroche ici à la roue de Hagen et je provoque la cassure, bien sûr. Je provoque la cassure pour Wellens en toute fin de cette dernière difficulté du jour. Wellens qui, à défaut, doit faire travailler certains. Comment? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que personne ne prend la charge de la poursuite? Yates était en défaillance, d'autres l'étaient également. Lopez, en revanche, avait l'air d'être correct, mais dans l'incapacité de prendre en charge la poursuite. Wellens a donc fait une énorme diff derrière un énorme travail de l'équipe, et notamment matérialisé par Thomas de Ghent, hein, qui aura été incroyable. Et derrière, regardez, c'est Lopez qui emmène dans la descente, et oui, mais Lopez qui emmène dans une descente, c'est pas du niveau de Tim Wellens, c'est pas non plus du niveau de Tim Wellens sur le plat. Et Lopez sur le plat, c'est pas non plus très top. Et ça s'arrête en plus. On voit bien que là, le groupe des favoris a complètement capitulé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Victoire de Tim Wellens. Maintenant, on va regarder le chrono. On va regarder le chrono parce que c'est très difficile. Il y a Woods hein, qui s'est intercalé, qui est parti dans l'intervalle de temps. Il y a retour de certains qui fait que le peloton ici
va terminer à plein badin, mais certains ont été dans l'incapacité de réagir sur cette étape-là. Alors, 4 minutes ils prennent. Est-ce que c'est du mépris pour Tim Wellens, qui se retrouve de ce fait en rose? Est-ce que c'est du mépris pour Wellens, donc entre guillemets ils ne le craignent pas? Ou est-ce que finalement ils en pouvaient plus? Ils en pouvaient plus du tout. Délicat, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pauvre Wellens se réveille le lendemain matin avec une sinusite. Ça fait peur les sinusites sur PCM parce que ça peut partir en sinusite aggravée. Et si vous avez un coureur en sinusite aggravée, je pense que c'est l'abandon pur et simple. Il n'y a rien d'autre à dire sur la course. Donc j'ai surtout pas envie de vivre ça avec Wellens. J'avais vécu une blessure et un abandon il y a fort longtemps dans une partie sur PCM 2018. Tim Wellens n'était pas si mal que ça sur ce Giro à l'époque et avait été obligé d'abandonner. Alors ici, on est sur une étape 11 qui est plutôt promise à une lutte au sprint à l'arrivée, et donc on pense naturellement à Caleb Ewan. Mais voilà, j'ai son poisson pilote, à savoir Jesper De Beust, qui a chuté ainsi que plusieurs autres membres, par exemple de la Mick Talton Scott, hein, entre autres. C'est pas très grave, c'est pas très impactant pour le classement général du tout, mais pour nous, c'est embêtant parce qu'en fait, De Beust, je l'ai emmené pour la bonne et simple raison qu'il est le poisson pilote des One, et sinon, je n'aurais pas pris De Beust. Donc, il va me manquer énormément. Sur ce final, on va quand même essayer de préparer les choses le plus convenablement possible avec Adam Hansen, avec Thomas de Ghent. Du coup, Sander Armé s'y est un petit peu collé alors que normalement je le mêle pas à la lutte comme ça dans le final des étapes de plat. Allez, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été obligé de faire une pause. Ça m'arrive pas souvent, mais toujours est-il que c'est Viviani cette fois-ci. Voilà. Viviani va s'imposer sur Ewan. Non, ce qui m'est arrivé est bizarre. C'est que j'ai eu plusieurs choses à régler et puis surtout j'ai eu un petit ralentissement du jeu. Sinon, c'est vrai que je fais jamais vraiment pause. On peut pas dire que ça a été vraiment à notre avantage d'ailleurs. Bref, sur ce sprint, je diagnostique un lancement trop tôt. Trop tôt. Le sprint a été lancé trop tôt, ce qui fait que Viviani finalement a mieux résisté que Ewan et s'impose comme ça assez nettement. Allez, on va changer un petit peu d'idée sur l'étape 12. Étape 12 sur laquelle on a demandé à De Beust et à Ewan de s'échapper. Mais vous voyez que l'échapper n'est pas facile à prendre. En fait, il y a certains coureurs, on dirait, ils n'ont pas le droit de s'échapper. Hein. De Beust, Ewan, je vais essayer, mais plein de fois. Hein. Et regardez encore ici, Ewan qui part. Pourquoi est-ce que j'envoie ces coureurs-là? Parce qu'en fait, c'est ceux qui doivent passer cet enchaînement de difficultés assez monstrueux de l'étape 12 le plus mal possible, en tout cas qui peuvent souffrir beaucoup. Et donc, je me dis, si je les envoie à l'avant, ils pourront me servir ensuite, alors que sinon, ils vont se faire éliminer à un moment donné et sans pouvoir vraiment servir l'équipe, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est un peu le raisonnement habituel. Hein, on envoie les pire grimpeur puncher ou l'inverse comme on le souhaite. Euh, et ensuite, comme ça, on les récupère plus tard, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on m'a pas laissé partir. De ce fait, je vais essayer de durcir la course et voir si, à un moment donné, regardez, on va accélérer avec Thomas de Ghent. Voilà, petite attaque ici, voir un petit peu qui a envie de suivre. C'est Rob Power, c'est Visconti, l'inusable également. Il y a un duel entre inusable Visconti et Thomas de Ghent pour notamment aller chercher les points du GPM parce que mine de rien Visconti est à prendre en compte, parce que mine de rien aussi pour Thomas de Ghent ça pourrait être un objectif de fin de Giro, hein. Sait-on jamais, en tout cas en profitant de toutes ces fois où il est échappé, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui à ce niveau-là, et il va partir comme ça tout seul avec aussi un groupe Maillot Rose qui est bien réduit, hein, déjà. On est très tôt dans l'étape pour avoir cette réduction-là du groupe, mais ça peut encore rentrer, il n'y a pas encore de différence absolue voilà, qui est faite, mais ça donne déjà des indicateurs. Quand vous voyez que ça casse aussi rapidement,
Ça veut dire que ça peut terminer à 20 coureurs ou voire même un peu moins sur cette étape-là. Et on sait à quel point sur Pro Cycling Manager, ces étapes-là sont des possibilités, hein, je dirais, de faire des grosses diffs pour peu qu'on ait un petit peu de chance, un petit peu eu la bonne idée au bon moment, ce qui n'arrive pas toujours, hein, en tout cas, mais faire exploser la course, c'est toujours dans ma tête, en tout cas, quand je vois ce type de profil et quand j'ai aussi ce type de coureurs dans mon équipe qui sont finalement pas mal de baroudeurs, hein, au sens large, des coureurs costauds, des coureurs capables de rouler. On est sur le style Lotto Soudal, hein, à ce niveau-là. Et ben donc voilà, essayons de jouer sur nos forces plutôt que de se lamenter sur nos faiblesses. Voilà, c'était un peu mon credo sur ce Giro. Essaye d'exploiter au maximum les forces de ces coureurs-là. Marcinski, on voit en réserve, mais quelque chose comme ça va venir tout bousculer. C'est cette chute de Iwan et de Armé, Sander Armé, sur lequel je comptais pas mal. Mine de rien, Sander Armé est un coureur excessivement précieux dans cette équipe. Je le classerai encore un peu plus précieux pour moi dès lors que le terrain s'élève ou devient plus accidenté que Marcinski. Hein, c'est pour moi quelqu'un d'hyper important, Armé, et son absence à l'avant, parce que c'est vers là qu'on va, hein, parce que bonjour pour boucher le trou ici sur une phase où les équipiers des principaux leaders ou des principales équipes ont tendance à emmener la course assez rapidement. C'est très délicat d'avoir perdu Armé, ça fait une cartouche en moins pour entourer, protéger tout ce qu'on veut emmener Hagen et Tim Wellens. Donc ça va être difficile. Armé va faire tout ce qu'il peut sans réellement pouvoir s'imposer. Et dire, du coup, j'abandonne l'idée armée, on va faire le jump pour essayer d'aller rejoindre Thomas de Ghent. Oui, 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 il était toujours à l'avant depuis tout ce temps-là. Thomas de Ghent, et c'est pas fini. C'est pas fini, le garçon, on a encore dans les cannes. Il est invraisemblable. Du coup, après un petit relais de Marcinski, c'est de Ghent de nouveau qui s'y colle avec Wellens et Hagen. Ça ressemble à l'étape 10. On est toujours sur le même type d'attitude très violente pour ce qui est de bousculer les leaders. Regardez combien de coureurs dans le groupe Maillot Rose. Il y en a une quinzaine, simplement. Alors on va pas se relâcher. Et on sait que dans la descente, il faut encore appuyer. Pourquoi? Parce que si j'appuie dans la descente, et bon, un peu partout en fait, hein, mais surtout si j'appuie dans la descente, ça empêche certains de récupérer. On pense à qui? On pense à Lopez. Lopez qui a une moins bonne note de descente que d'autres, et qui peut du coup être un candidat à craquer parce qu'il n'aura pas repris assez de barres dans certains moments, notamment en descente, ou même sur le plat. Hein, donc à ce moment-là, on fait jouer à fond les notes, hein, en fait, les notes qui permettent de savoir un petit peu comment le coureur peut ou pas récupérer. Il y a une cassure qui s'est opérée. Et regardez, là, il y a un moment de jubilation pour moi. C'est que Issaguirre n'est plus là. Lopez est obligé de rouler. Voilà, Lopez, Godu, Carapace dans un deuxième groupe. Et ça, c'est jouissif parce que ça prouve que la stratégie commence un petit peu à porter ses fruits. On a réussi à établir une petite cassure. Alors évidemment, il va falloir à un moment donné qu'on se repose. Hein, voilà. Alors qu'on se repose, on est limite à deux doigts de récupérer Thomas de Ghent, ce qui aurait été une bonne affaire. Mais le problème, c'est que le pauvre va... Bah, il va buter, il va buter, il va buter. Il va buter, du coup c'est pas grave. Allez, on relance la machine. C'est Timo Wellens au panache, hein, parce que là on est vraiment sur quand même une attitude très offensive depuis tout à l'heure. On provoque la cassure. On provoque la cassure pour Timo Wellens. Et je garde Hagen en réserve. On va voir qui est-ce qui réagit derrière. C'est Sharpman, c'est Simon Yates qui emmène ce groupe pour réagir derrière l'attaque de Wellens qui a été repris de ce fait entre-temps contre-attaque de Hagen. Et oui, il fallait bien piquer à un moment donné. Il fallait bien tenter quelque chose avec Karl Friedrich Hagen. Et c'est Yates qui s'y colle. Pour ce qui est de reprendre, là j'ai lâché Tim Wellens. Hein. On va se calmer donc. On va se calmer. Contre-attaque de Wellens. Et oui, c'est fou. On se fait plaisir là en jouant ces étapes-là, hein, je vous le dis. Hein. Contre-attaque de Tim Wellens avec maintenant Yates qui roule sur Wellens. On a Bob Jungels avec son joli maillot de champion du Luxembourg. On aperçoit comme c'est ça Lopez
qui est lâché avec Nibali, Carapace également. Alors, jusqu'où est-ce que peut aller Tim Wellens dans cette configuration-là? C'est toute la question. Landa est présent par contre dans le groupe Sharman, Hagen, Yates. Higuita également est là. Rob Power a bien tenu. Bon, il y a du monde derrière Wellens, ce qui me fait un peu hésiter. Parce que quand je vois jusqu'où ça pourrait me mener, c'est-à-dire à la défaillance, j'ai décidé d'attendre. Voilà, j'ai décidé d'attendre et de par contre placer une contre-attaque immédiate avec Hagen juste pour voir un petit peu si, qui est pas du tout son terrain, hein, Friedrich Hagen qui attaque sur le plat, c'est pas Bob Jungels, hein, regardez la différence, elle est de taille, c'est que Hagen, je vais faire beaucoup bosser là sur cette toute fin, essayer de rejoindre Jungels, mais c'est peine perdue. Hagen paye au plein pot et c'est logique, sa note de plaine, et de ce fait, ben, en fait, l'idée aussi, c'est de rouler à blinde pour essayer de voir si on pourrait pas infliger un écart aux trois qui nous suivent, là, à Carapace, Lopez et Nibali. Et ici, je vais accélérer avec Hagen pour essayer de lancer le sprint pour Wellens. On voit Bob Jungels qui va s'imposer, mais non, ça va pas le faire. C'est Bettiol qui va prendre la deuxième place. Wellens prendra une mini bonif consécutive à la troisième, mais Hagen va prendre une mini cassure de 16 secondes par rapport au groupe de ceux qui sont arrivés, mais la grosse cassure, elle est pour ceux qui arrivent maintenant, voilà, c'est-à-dire Nibali, Lopez, Carapace, qui perdent du temps, on n'est pas loin de la minute sur ce coup-là. On a aperçu aussi Godu un petit peu plus tardivement. Bon, eh bien ça nous fait quoi tout ça? Ça nous fait un Lopez qui est repoussé à presque 2 minutes au classement général de Tim Wellens, pendant que Hagen reste encore un peu dans les clous, mais sans y être vraiment. L'étape 14, pas celle qui arrive, l'étape 14 sera déterminante sur ce coup-là pour vraiment clarifier les positions et définir les rôles de chacun sur cette fin de Giro pour moi. Donc étape 13, celle-ci est tranquille, on espère récupérer de cette sinusite là avec Tim Wellens, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas du tout le cas et c'est bien pénible parce qu'elle dure, elle dure, elle dure. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines qu'il est sous sinusite, le pauvre. On a épuisé les stocks de Doliprane, là, il faudrait vraiment passer à autre chose. Mais c'est pas le cas. Donc, économie totale de nos leaders, Hagen et Wellens, sur cette étape-là. On va faire jouer certains leaders, certains équipiers, pardon, vont jouer pour Caleb Ewan, bien évidemment. On va pas se cacher. C'est Caleb Ewan qui doit disputer, on verra bien, la victoire d'étape sur cette étape 13. Pour nous, en tout cas, il n'y a pas de doute. Hansen est bel et bien présent. Je me porte quand même à l'avant parce qu'on ne sait jamais. On pourrait toujours assister à une forme de cassure sur ces deux dernières difficultés de cette étape, parce que mine de rien, il y a un peu de pourcentage. Donc ne pas mésestimer les possibilités de casser. Si on peut éliminer quelqu'un, on va pas se priver. Allez, c'est parti. On va accélérer un petit peu ici. On va accélérer. Regardez, Hansen qui protège, fidèle. Marchinski aussi qui protège, Hagen. On est comme ça sur la possibilité de faire très très fort sur cette fin d'étape. Ouais, je roule pour Ewan, très clairement. Je roule pour Caleb Ewan. Tiens, vous avez aperçu le joli petit maillot Azzurro de Thomas de Gent qu'il a pris à l'étape précédente. Et c'est parti pour une fin d'étape assez nerveuse dans laquelle on va essayer d'emmener dans les meilleures conditions. Alors on n'a pas de burst, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on peut essayer tout de même de faire en sorte que Ewan puisse essayer de la prendre. Allez, on va enfin toucher l'objectif avec une ligne d'arrivée décalée, mais c'est pas bien grave. Victoire de Caleb Ewan, enfin, il l'a fait, il nous a pris cette étape-là. Le Giro est sauvé pour Caleb Ewan. On peut maintenant s'intéresser uniquement au général sur lequel il y a comme ça peut-être quelque chose à faire, mais ça, c'est le CLM de l'étape 14 qui va nous le dire. Au passage, on s'aperçoit que Caleb Ewan est un bon client. Il est gentil, parce que une simple victoire d'étape l'a rendu très très heureux. Il y a eu 4 échecs juste avant, mais il est au top, son moral et tout. Et à contrario, on pourra s'étonner quand même du fait que
Tim Wellens n'est pas la patate, parce que normalement, quand tu fais le Giro qu'il est en train de faire avec le maillot rose, t'as le moral de ta vie. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Euh, c'est parti pour ce moment de vérité. Donc, vérité déjà au sein de l'équipe Lotto Soudal, hein, pour voir si on doit rebasculer sur Hagen en tant que leader parce qu'il y a des étapes derrière qui vont être beaucoup plus propices à son 77 en montagne, surtout qu'il y a de bonnes formes du jour puisqu'il est sous pic. Ou est-ce que on doit maintenir le choix de Tim Wellens? Voilà, c'est toute la question et c'est à ça que doit me servir ce CLM, notamment à répondre à ça pour établir ma priorité de manière définitive. Vous vous doutez bien que autant avant le Giro, j'avais zéro préférence pour Wellens. Attention, hein, j'adore ce coureur, bien sûr, mais je pense que vous en doutez, mais j'avais pas du tout décidé, ouais, allez, tu vas nous faire le coup, Wellens, machin, nanana. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. J'étais vraiment allé pour Hagen, la preuve d'ailleurs, Wellens n'était même pas inscrit. Donc, vu de loin, je jouais vraiment pour Hagen. Mais plus le Giro se joue, plus je découvre comment est-ce qu'il est modélisé sur PCM 2020, plus je me dis qu'avec Hagen, c'est difficile d'espérer mieux qu'un top 10 en fait, hein, parce que à chaque fois il va prendre cher sur les CLM, quoi, hein. Vous allez voir sur celui-là comme il va se faire, mais il va se faire ramasser par regardez, quelqu'un qu'on va voir apparaître pas très loin de lui. Il est pas loin, il est juste derrière, c'est voilà, Miguel Angel Lopez qui va se rapprocher de Hagen et qui menace de le dépasser, quoi. Ce qui est affreux, se faire dépasser par le type qui part derrière vous en CLM, c'est euh, c'est une des pires choses qu'on puisse vivre. Wellens n'est pas mal, hein. Premier intermédiaire très correct, deuxième intermédiaire pas du tout mauvais. C'est aussi ça la supériorité de Wellens par rapport à Hagen, c'est que et encore, hein, il a un point de moins dans chaque note à cause du 92% de conditions physiques qui est lui-même provoqué par cette fameuse sinusite. C'est-à-dire que on est en -1, -1, -1 de partout, hein, ce qui a un impact considérable au final, parce que comme ces choses-là se jouent sur des secondes, enlever un point de note dans tous les sens à un coureur, et ça change pas mal de choses. Alors, ici donc, Lopez, malgré un Hagen, j'ai décidé de partir pas trop vite pour terminer correctement, hein. Toujours la même stratégie sur les CLM. Essayez de finir, parce que mine de rien, ce faux plat, là, je ne sais pas si j'ai le droit de l'appeler un faux plat, final avant la descente, qui d'ailleurs n'est pas une descente gratuite, hein. La dernière, c'est une descente qui coûte si on met de la barre, hein. J'ai testé sur les équipiers avant, hein. C'est pas, vous voyez, la descente à pic qui fait que vous êtes à 99%, la barre elle tombe pas. Non, 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 c'est une descente qui coûte de la barre, la dernière là, celle-ci dans laquelle on commence à s'engager avec Hagen. Et ce faux plat, mais qui a quand même un peu de pourcentage, hein, avant cette descente finale, ben, je voulais garder en fait de la force avec mes coureurs sur ce secteur-là. Ça me paraît essentiel. Euh, on a l'objectif avec Wellens, et c'est toute la différence avec Hagen, de peut-être faire une perf sur ce contre-la-montre. Allez, pam, bien s'insérer top 5 là comme ça. Alors certes, il est très loin de Rohan Dennis, vainqueur logique, et même du surprenant Caruso ou de Van Garderen. Mais par contre, il est meilleur que Yates et que Lopez, quoi. Et donc ça, c'est quand même l'info de cette étape 14. Hagen a pris très cher. Wellens, au contraire, lui, a un peu amélioré son avance au général. Le choix est donc fait. Ce sera Tim Wellens. Sauf énième rebondissement. On ne serait pas à l'abri, à la limite, d'un rebondissement si Hagen a le droit de partir, si l'IA lui laisse trop de champ sur une montée considérable comme celle de Piancavallo là, va terminer l'étape 15. À voir. Mais à mon avis, c'est maintenant Wellens le leader. Hein, donc, sans hésiter. Et il y a une belle échappée qui part. Moi, évidemment, avec le Azzurro de Thomas De Gendt sur les épaules, je sais pas si j'arriverai à le tenir jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont bien bien meilleurs en phase de conquête de GPM. Hein. De Gendt, finalement, a des qualités invraisemblables, excepté dans tout ce qui est sprint ou même accélération. Hein, c'est comme ça qu'il se fait mettre à l'amende dès lors que vous avez comme ça des accélérations et si on apercevait
Visconti, on apercevait Madouas, voilà, que des mecs qui vont bien plus vite, c'est normal, hein, plus puncher, quoi. Donc, est-ce que Lazio, on arrivera à le garder? J'en sais rien. Ce qui est clair, c'est que j'envoie Thomas de Ghent à l'avant, c'est pas innocent, c'est aussi parce que, outre gratter quelques points par-ci par-là, il va être en mesure probablement d'apporter du soutien à l'ami Wellens à partir du moment où on sera dans cette montée finale. Donc à surveiller. Mais Hagen devrait assurer la première partie. Voilà, mon projet, il est là. Hein. Et puis après, c'est advienne que pourra en essayant de voir s'il y a eu moyen avant d'observer des défaillances du côté de Mickelton Scott ou bien du côté d'Astana. Mais là, on voit par exemple Isaac Guerret encore présent à côté de Lopez. On a eu beaucoup de travail sur cette étape pour Mickelton Scott qui avait carrément dès le début de l'étape envoyé 6 mecs à l'avant, enfin 6 mecs qui menaient le peloton et qui se relayaient quoi. Donc c'est pour dire les ambitions, la LIA a pris les choses en main hein, avec l'équipe de Simon Yates. Encore une fois démonstration de la limitation hein, qui est celle de Thomas de Ghent sur tout ce qui est conquête de points. Mais au final, les points qu'il a pris déjà, parce qu'il est encore premier au classement à ce stade, les points qu'il a pris sont des points où il était quasiment seul bien souvent, hein, puisqu'il a été beaucoup en échappée, ça aurait été un Giro. Déjà, je peux te dire que Sora a été, et pourtant il n'est pas fini, il restera les 16 à 21, hein, juste après, et qu'il y a encore du boulot à faire, 16 à 20 on va dire, pour ce qui est de s'échapper, potentiellement. Il aura été énormément échappé, il aura pris pas mal de points de cette manière-là, hein, c'est donc pas non plus le maillot de meilleur grimpeur qu'on a là, c'est plus un classement des points de la montagne. Hein. J'aime toujours bien nuancer parce que de Ghent n'est pas le meilleur grimpeur de ce Giro. Hein. C'est rarement d'ailleurs le meilleur grimpeur qui gagne le maillot du classement de la montagne sur les grands tours IRL. Ok. Bon, on approche. L'échappée a pris pas mal d'avance, mais il y a quand même deux hommes qui paraissent un peu plus forts que les autres, c'est Sivakov et Latour. Donc attention, il va falloir les observer. Je ne sais pas si De Ghent peut, sur une très longue montée comme ça avec sa résistance, faire illusion. Quoi qu'il en soit, il se pourrait que la victoire se joue devant, mais j'en ai pas la certitude parce que vous voyez, l'écart est en train de réduire un petit peu. Pour le deuxième groupe, ça va être compliqué. Et puis, pour ce qui est du peloton, on a comme ça toujours des candidats pour rouler. Là, c'est Caruso qui se met à l'amende pour Mikel Landa, hein, bien évidemment, pour le général. Donc voilà, on va laisser l'émotion du direct s'exprimer à partir de maintenant. Ah, honnêtement, ça attaque, mais ça me dérange pas trop. Cette attaque de pas mal de favoris. On notera quand même Stibar hein, présent et bel et bien présent. Je pense que Thomas de Ghent il est capable de monter au train sur cette ascension sans vraiment souffrir. On peut voir déjà que c'est revenu à 80 et quelques du groupe de tête. Donc ça veut dire qu'en fait la victoire d'étape, elle est absolument pas dans la poche hein, pour les amis. Pour les amis de l'avant, voilà. On notera la magnifique performance de Adam Hansen, qui est juste mythique, puisque déjà présent en protection sur le début de cette quatrième ascension du jour. Donc incroyable Hansen. Je fais bouffer le gel à Marczynski parce qu'il pourrait y en avoir besoin assez rapidement. On voit qu'il doit y avoir ici un effort assez intense fourni par la IF1, probablement pour Uran, hein, évidemment. Thomas de Ghent là-bas, ça se passe pas très bien, mais il y a une longue ascension, c'est pour ça que je panique pas trop. Faut gérer les deux en même temps, on sait que c'est jamais aisé en fait de gérer les deux, Solaire, Hindley, Stibar, Madouas, et puis devant ça s'explique, hein, ça s'explique à 4 avec Sivakov notamment, hein, qui fait super peur, aussi la tour également. Donc réaction immédiate là à l'arrière, protection du leader de ce Giro, protection de Tim Wellens par l'ami ah ouais, est-ce que je devrais pas faire revenir De Ghent par l'ami Sander Armé? Je pense qu'on va se faire une movie star. Est-ce qu'on va se faire une movie star ou est-ce qu'on va juste laisser De Ghent se faire reprendre? Voilà. Je vais pas le faire décrocher, mais je pense que ça va recoller. Tiens, voilà. Allez, Hagen en protection sur Wellens. Ça accélère fort hein, du côté de la IF1 sur cette ascension de Piancavallo.
Et ça y est, c'est parti, on a l'habitude. Higuita qui allume la mèche, Issaguirre, Yates, Lopez qui sont prêts aussi à envoyer. On est à 8,3 km de l'arrivée, donc on a un petit peu l'habitude, hein. C'est souvent comme ça que ça se produit les choses. Thomas de Ghent, voilà, va tomber à pic pour protéger l'ami team. Ah, ça part. Higuita, Lopez, Yates. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire de l'effort curseur. Il reste pas non plus. Voilà, on va ajuster l'effort pour pas qu'il soit non plus trop intense. Ils sont pas si loin que ça. Il faut pas paniquer à mon sens. Hagen aura apporté ce qu'il doit apporter. On voit Landa qui a pas mal de difficultés. Ron Dennis, Amador. Ok. Il faut pas s'affoler, je pense. Je pense qu'il faut pas s'affoler. Hagen continue. Alors là, par contre, je suis bloqué, c'est un peu relou là. Donc, De Ghent maintenant qui va protéger. 5,3 km. De Ghent. Charman, Masnada qui sont pris. Ouais, ça va être délicat. Ça va être délicat parce que Lopez, certes, est en. Ah voilà, Yates en défaillance. Il faut que j'y aille plus mollo avec Wellens qui est en train de s'épuiser totalement. Peut-être à 64 pour pouvoir profiter de cette barre rouge sur les derniers kilomètres. Ça paraît délicat, hein, mais on est quand même en train de peut-être revenir 62, peut-être pour perdre un peu moins. Et pour continuer à boucher ce trou, on va peut-être rentrer ici là. C'est quand même une très très belle opération. Wellens va être casé. Bah écoutez, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais pas me casser la tête, on joue pas la victoire d'étape. Charman, Higuita, Madouas, ça m'est égal. Attention, attention, oh 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 oh. Il est là le Yates. Il est là, on le connaît. On le connaît. On a l'habitude. Il est capable de grandes choses. Est-ce qu'on va perdre du temps sur lui? C'est pas évident, c'est pas évident. Il est capable de sprinter, vous voyez, c'est ça qui est exceptionnel en fait. La tour s'est imposée. Il est capable de sprinter, Lopez, bon ok, Higuita, et nous on va limiter la casse quand même. On va quand même limiter la casse, ouais. Ouais. Pour le pauvre Karl Friedrich Hagen, c'est compliqué, même si ça va pas perdre non plus trop. Pas dit qu'il sorte du top 10. Ok. On n'a pas pris non plus un trop gros éclat, même avec Hagen. Donc finalement, c'est pas une mauvaise opération pour nous, hein, que cette étape 15, qui pourtant sur le papier pouvait s'annoncer dramatique. Wellens conserve une 35 sur Simon Yates et 4,02 sur Lopez, presque 5 minutes sur Higuita, avec quand même un Hagen qui est beaucoup trop loin. Hein. Par contre, désormais, a priori en tout cas, à ce stade, le maillot vermeil peut encore être disputé. Higuita sera le meilleur jeune et la Lotto Soudal se dirige vers le classement par équipe, mais c'est pas non plus acquis. Ewan a donc pris son étape, ouf, 1 sur 5, c'est pas un ratio exceptionnel, mais lui il est content, donc moi aussi. À partir de là, je pense quand même on a basculé sur de la logique PCM sur tout cela, à savoir que en effort curseur on arrive à récupérer des attaques un peu folles, hein, et on a aussi toujours la logique des notes physiques qui prédominent et qui font qu'on arrive à récupérer des situations alors qu'on est intrinsèquement moins fort en montagne. Voilà, c'est ce que j'entends par cette logique PCM. Après, on peut s'attendre à ce que Wellens, s'il n'est pas en phase de sinusite aggravée, hein, récupère un petit point partout, donc ça ce sera un bon point. Simon Yates, pour moi, fait figure de favori à ce stade-là, sauf si son pic s'effondre et qu'il est par exemple victime à un moment donné d'une forme du jour aléatoire très négative. Ça, on n'en sait pas grand-chose. Et puis pour le reste, on verra bien. Hein. Je pense que pour Lopez, c'est plus ou moins cuit. Pour Higuita, la dynamique ne me paraît pas non plus en faveur du garçon, puisqu'il a été aussi assez fort assez vite sur ce Giro. Donc à voir quand même, à voir, se méfier de la IF1. Et je vous dis à plus, on finira ce Giro à l'épisode 7. Bye bye.